Alors, tu as déjà probablement entendu la phrase que louer ta résidence principale, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et on t'a dit toute ta vie qu'il vaut mieux acheter ta propre maison, car quand le prêt sera remboursé, tu seras sécurisé financièrement. Alors oui, je sais que tu as déjà entendu tout ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça vaut vraiment plus le coup financièrement d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer? Et quand on s'intéresse vraiment aux avis sur ce sujet, on peut voir que les avis sont plutôt partagés. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question qui est: est-ce qu'il vaut plus le coup d'acheter sa résidence principale ou est-ce que c'est mieux financièrement de la louer? Alors pour commencer, nous allons regarder qu'est-ce que ça implique d'acheter une résidence principale. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un bien immobilier, vous allez avoir des frais liés à l'achat du bien immobilier. La première chose que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des frais d'agence si vous passez par une agence immobilière. En plus de ça, vous allez avoir, et ça c'est pour tout le monde pareil, des frais de notaire qui équivaut environ à 8% du prix de ce bien immobilier. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en 2025, les banques, quand elles vont financer un bien immobilier, elles vont demander en général entre 10% et 20% d'apport sur le coût total du projet. La chose suivante, c'est que bien évidemment, si vous achetez un bien immobilier en France, vous allez avoir des taux d'intérêt pour rembourser le crédit. Les taux d'intérêt actuellement sont aux alentours des 3,5%. Quand vous faites un crédit, vous allez avoir une assurance de crédit. Et l'assurance crédit, c'est une chose obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de la prendre avec une banque, mais vous serez obligé d'avoir une assurance pour le crédit. La chose suivante que vous allez retrouver quand vous achetez un bien immobilier, c'est aussi la taxe foncière. Vous allez être obligé de payer une taxe foncière en tant que propriétaire tous les ans. Bien évidemment, vous allez avoir de l'assurance maison à payer. Et la chose suivante, ça, je pense que la majorité des gens, quand ils achètent une résidence principale, ils n'y pensent pas forcément, c'est que vous allez avoir des frais de maintenance pour ce bien immobilier. Et ça, les frais de maintenance, ça varie en fonction de l'état général du bien immobilier quand vous l'achetez. Mais en général, pour donner un ordre de grandeur, on va prendre entre 1 à 2% en fonction de l'état du bien immobilier de frais de maintenance par an. Les frais de maintenance sont là pour vous préparer à de gros travaux. Par exemple, changer une toiture ou également quand vous allez changer votre chaudière qui va vous coûter 500-600 euros. Vous allez avoir tout type de travaux qu'il faut prévoir en avance parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas de côté ces frais de maintenance, vous allez être obligé de sortir des fois beaucoup d'argent en cas d'imprévu et de rénovation sur un bien immobilier. Alors maintenant, passons au calcul pour voir plus en détail. Alors déjà, il faut savoir quel est le prix moyen d'un bien immobilier et d'une résidence principale en France en 2024-2025. Et selon Logic Imo, le prix moyen est de 266 800 euros pour une résidence principale en France. Donc du coup, pour simplifier les calculs, nous allons dire que dans cet exemple que je vais prendre, on va parler d'un appartement T3 qui coûte 250 000 euros. Donc faisons les calculs. Le prix de votre appartement est de 250 000 euros. Et on va dire avec les frais d'agence qui sont déjà inclus. Ok, on ne va pas séparer les frais d'agence. Vous allez avoir des frais de notaire de 8% qui sont de 20 000 euros. Vous allez avoir également des frais annexes ou autres frais de 3 000 euros qui vont inclure les frais de dossier bancaire pour le financement. Du coup, ça va vous faire un total de votre projet à l'achat de 273 000 euros. Si vous vous souvenez bien, les banques en général demandent 10% d'apport pour un projet immobilier. Donc dans ces cas-là, un apport de 27 000 euros. Ce qui fait un crédit de 245 000 euros que vous allez demander à votre banque. Alors maintenant, on va sur une plateforme comme Meilleur Taux ici pour calculer la mensualité de votre crédit. Donc dans ces cas-là, on parle d'un crédit de 246 000 euros sur 25 ans. On peut voir 3,54% sur le taux d'intérêt actuel pour ce type de crédit et un taux d'assurance moyen. Ce qui vous fait une mensualité de 1 237 euros par mois plus 70 euros d'assurance par mois et donc une mensualité totale de 1 307 euros par mois. En plus de ça, il faut ajouter les frais de taxe foncière que vous allez avoir tous les ans. On va prendre pour un appartement T3, dans ce cas-là, 800 euros par an de taxe foncière, ce qui nous fait 67 euros par mois. Si vous achetez un appartement en ville, vous allez très certainement avoir un appartement dans une copropriété. Donc du coup, vous allez avoir des frais de copropriété. On va dire, pour un appartement comme ça, en ville, vous allez avoir 1 000 euros de frais de copropriété, soit 84 euros par mois. En plus de ça, vous allez avoir des frais d'électricité classiques, 150 euros par mois, et vous allez avoir bien évidemment l'assurance du logement, soit 34 euros par mois. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il y avait également aussi des frais de maintenance à prendre en considération. Pour simplifier les calculs, on va dire qu'il y a 1%
de la valeur du bien en frais de maintenance par an. Donc votre bien a coûté 250 000 euros, soit 208 euros de frais de maintenance par mois. Alors certaines personnes vont me dire, Arnaud, 2500 euros par an de frais de maintenance, c'est énorme. Si demain il y a la toiture qui est à refaire, ce sera tous les appartements de la copropriété qui vont devoir payer une somme significative. S'il y a des projets de rénovation sur la façade extérieure de la copropriété, ce sont des grosses rénovations qui vont vous coûter cher aussi en tant que propriétaire. Si vous rénovez une partie de l'appartement ou si à un moment vous devez rénover une partie de l'appartement, ça peut vous coûter également très cher. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant T ou la première année ou la deuxième année, vous n'avez pas de frais de maintenance, que sur une durée de détention de 7 ans, voire plus, vous n'allez pas avoir ces 2500 euros par an. Donc du coup, notre total après les frais de maintenance, c'est un total de 2123 euros par mois. Alors maintenant qu'on a calculé toutes ces charges, il faut arriver à déduire qu'est-ce que vous capitalisez, qu'est-ce que vous remboursez réellement de la valeur de votre bien immobilier à la banque tous les ans. Si on reprend sur mon exemple, on prend une détention du bien de 7 ans. Donc du coup, il faut qu'on regarde combien on va rembourser sur ce bien immobilier. Si vous pouvez voir sur ce tableau d'amortissement, vous voyez que la première année de remboursement de crédit, vous allez rembourser de capital réel 6 233 euros. Ce qu'on va faire pour arriver à déterminer quelle est la moyenne de remboursement de capital par an, on va prendre la valeur de la première année et la valeur de la 7e année pour déterminer en moyenne combien vous allez rembourser de capital par an. Et ce qui vous fait en moyenne 6 969 euros de capital créé pendant 7 ans, dont 580 euros par mois. Donc notre total était de 2123 euros par mois. Maintenant, on va déduire du coup ces 580 euros d'épargne de remboursement de capital par mois qui ramène notre total des charges à 1543 euros par mois. Alors de suite, ça a l'air mieux, mais en réalité, ce n'est pas fini. Si tu te souviens bien, tu as mis 10% du coût du projet total en apport, qui équivalait à 27 000 euros. Maintenant, pour réellement calculer tes charges totales, tu dois aussi calculer le coût d'opportunité si tu avais investi ces 27 000 euros dans un autre support d'investissement pour te générer des revenus complémentaires ou tout simplement grossir ton patrimoine. Donc là, on va prendre un calcul très simple pour voir exactement quel est le coût d'opportunité. Admettons que ces 27 000 euros, tu ne les avais pas investis dans ta résidence principale et que tu les avais investis dans un fonds d'investissement. Et là, on va prendre un fonds d'investissement relativement serein qui est un fonds d'investissement qui va suivre un indice boursier comme le SP500 aux États-Unis. Tu aurais généré environ 8% par an. Donc tu peux voir comme sur le graphe que sur les 40 dernières années, ce fonds d'investissement, ou du moins cet indice boursier, a augmenté de plus de 8% par an. Ce qui veut dire que ton coût d'opportunité est de 229 euros par mois. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose que tu n'as pas et c'est une charge. Donc du coup, on va le rajouter au total des charges, ce qui ramène notre total de charges de 1772 euros par mois. Alors maintenant, encore un autre point très important à prendre en considération si on achète un bien immobilier. Alors encore une fois, comme vous vous souvenez, on a pris une durée de détention moyenne de 7 ans. Maintenant, il faut calculer réellement quelle a été l'augmentation de valeur potentielle de ce bien immobilier sur 7 ans. Il faut savoir qu'en général, un bien immobilier en France va augmenter de 3% par an. Et encore une fois, c'est vraiment en prenant en considération que le marché immobilier est en constante croissance. Même si vous avez une augmentation de 3% de votre bien immobilier, il faut savoir qu'il y a aussi l'inflation qui va augmenter toutes vos charges courantes, que ce soit les frais de taxes foncières qui vont augmenter, les frais de copropriété, l'électricité, que ce soit les frais de maintenance, etc. Tout ça, ça va suivre l'inflation. Donc, pour simplifier les calculs, on va dire que déduire l'inflation, votre bien immobilier prendra 1% de valeur par an durant 7 ans. Ce qui veut dire que l'augmentation de valeur de votre bien immobilier initialement qui coûtait 250 000 euros, dans 7 ans, il aura donc pris une augmentation de valeur de 18 000 euros et donc de 214 euros par mois pendant 7 ans. Et ça, bien évidemment, c'est une augmentation de valeur, donc du coup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déduire de vos charges. Maintenant, votre total des charges étant propriétaire de votre résidence principale est de 1558 euros par mois. Mais maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Mais avant de savoir quelle est l'option la plus intéressante financièrement parlant, parlons de la location. Alors maintenant, pour la location, c'est plutôt simple. Le prix que tu payes,
c'est le prix de la location. Si la location est de 1200 euros, tu vas payer 1200 euros. Les seules choses qu'il faut rajouter, ce sont les charges que tu vas avoir en tant que locataire qui vont inclure une partie des frais de copropriété que le propriétaire paye. Tu vas avoir aussi des fois l'eau qui est inclus dans les charges. Tu vas avoir également les ordures ménagères que le propriétaire va rabattre sur toi et bien évidemment pour la location, tu vas avoir les frais d'électricité que tu aurais aussi en tant que propriétaire et l'assurance de ton bien que tu as également en tant que propriétaire. Alors la question maintenant c'est est-ce qu'un T3 qui coûte 250 000 euros a un loyer qui serait inférieur ou supérieur au total des charges que nous avons calculées juste avant étant propriétaire. Du coup, si on regarde les appartements T3 dans les 6 plus grandes villes de France, donc par exemple ici Lyon, ou ici Bordeaux, ici Toulouse, ou par exemple ici Nice, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en moyenne, la location est inférieure que quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Donc du coup, pour faire les calculs, admettons que sur ces 6 grandes villes, on prend un loyer moyen de 1200 euros par mois, d'accord, pour un T3. Alors, il y en a qui vont me dire, on a des appartements qui coûtent beaucoup plus cher que 1200 euros par mois. Mais dites-vous quelque chose, si on pense encore une fois pour un appartement qui coûte 250 000 euros dans une grande ville, si vous achetez un appartement T3 en plein Bordeaux centre, les meilleurs quartiers, votre location sera plus élevée, mais le prix de l'appartement ne sera jamais 250 000 euros, mais plutôt 500 000 euros. Il faut vraiment mettre en contexte. Si je parle d'un achat à 250 000 euros, il faut regarder des appartements similaires T3 dans ces types de villes, combien ça coûterait réellement en location. Donc là, je vais prendre une moyenne de 1200 euros. Donc, on reprend les calculs. 1200 euros loyer. On va rajouter 150 euros de frais d'électricité, comme dans l'exemple étant propriétaire. On va rajouter également une assurance multirisque de 30 euros par mois, ce qui nous fait un total de 1380 euros par mois. Et donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est que dans la majorité de ces grandes villes, on peut voir que la location coûte beaucoup moins cher que d'être propriétaire d'un appartement. Mais du coup, je me pose la question, dans quel scénario est-il plus avantageux d'être propriétaire de sa résidence principale au lieu de la louer? Mais avant de savoir ces scénarios, si tu aimes cette vidéo, et si elle t'apporte de la valeur, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner pour des vidéos similaires car ça m'aide énormément à me développer et à donner plus de visibilité à ces vidéos. Alors la première opportunité que je vois qui fait que potentiellement acheter sa résidence principale est plus intéressant que de la louer, et bien c'est tout simplement quand si vous achetez potentiellement un bien qui est en dessous de sa valeur du marché. Donc admettons, la valeur d'un bien immobilier est de 100 000 euros, mais vous l'achetez à 80 000 euros. Pourquoi? Parce que vous avez fait une bonne négociation, parce que le vendeur a besoin de vendre rapidement, parce que vous allez faire quelques rénovations qui ne vont pas vous coûter trop cher, mais qui vont permettre d'augmenter fortement la valeur du bien. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant parce que bien évidemment, si vous gagnez 20 000 euros sur le papier parce que vous avez bien acheté un bien immobilier, ces 20 000 euros, vous allez certainement vous les récupérer à la fin quand vous allez vendre votre bien immobilier. Et effectivement, dans certains cas, sur une durée de détention de 7 ans, vous allez potentiellement avoir gagné plus d'argent étant propriétaire parce que vous avez fait un bon achat au début. Alors, il y a acheter le bien immobilier en dessous de la valeur du marché, mais il y a aussi améliorer le bien immobilier. Donc, quand je parle améliorer le bien immobilier, c'est peut-être faire une rénovation plus ou moins complète du bien immobilier, ce qui va augmenter fortement sa valeur et du coup va vous faire gagner de l'argent sur le papier encore une fois. Ou vous avez acheté un appartement T2 par exemple et vous créez une deuxième chambre et faire passer cet appartement à un appartement T3. Dans ces cas-là, vous avez créé de la valeur et vous avez apporté quelque chose à l'appartement, ce qui fait que significativement, vous allez augmenter la valeur de votre bien immobilier et potentiellement faire que l'achat de votre résidence principale devienne une opportunité et plus avantageux que de la louer. Alors la deuxième opportunité, c'est dans le cas où vous allez louer une partie de cette résidence principale, d'accord? Donc je vais donner un exemple. Si par exemple vous achetez un appartement, que vous allez créer deux petits appartements, que vous allez vivre dans un de ces appartements et louer l'autre appartement, dans ces cas-là, la location de l'autre appartement va vous générer de revenus et va de suite faire que ça sera un investissement qui sera beaucoup plus rentable et il sera beaucoup plus intéressant dans ces cas-là d'avoir acheté votre résidence principale. Ça peut être aussi dans le cas où vous achetez un petit immeuble où vous vivez dans un des appartements et vous louez les autres appartements, d'accord? Dans ces cas-là, ça va être aussi plus avantageux. Et la dernière chose, c'est si par exemple
vous avez un appartement et que vous louez cet appartement en courte durée pendant la durée légale de location de courte durée que vous avez en France. Dans les grandes villes en général, comme une grande ville comme Bordeaux, ce sera 120 jours par an où vous allez pouvoir louer votre résidence principale en Airbnb. Ces revenus de Airbnb vont vous aider et votre investissement de résidence principale va devenir dans ces cas-là un investissement qui sera beaucoup plus rentable que de louer votre résidence principale. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. J'espère surtout que vous comprenez maintenant la différence entre acheter sa résidence principale et louer sa résidence principale et qu'au final, il n'est pas forcément plus intéressant d'acheter sa résidence principale que de la louer. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien calculer quel est le plus intéressant. Mais quand on habite dans les grandes villes, c'est souvent plus intéressant de louer si vous investissez votre argent à côté. Ce qui peut être par exemple acheter dans ces cas-là un bien immobilier locatif. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide énormément, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!